Sylvain Gariepi, puis je lui laisse la parole. Sylvain Gariepi, président de l'Ordre des urbanistes du Québec depuis mai 2019, siège au conseil d'administration de l'organisation depuis mars 2018, et il possède 20 ans d'expérience à titre de chargé de projet et d'expert conseil en aménagement. Alors, Sylvain, je pense que tu vas, entre autres, nous parler un petit peu de l'historique des outils qui sont aujourd'hui utilisés pour mettre les choses en perspective. La parole est à toi. Merci beaucoup, Philippe. Oui, effectivement, aujourd'hui, ça va être d'entrée de jeu un bref rappel là, des plus importants jalons qui ont mené à la conversation nationale depuis l'adoption du cadre législatif et réglementaire en aménagement du territoire. Donc, on s'appellera 1979, adoption coup sur coup des lois sur l'aménagement et l'urbanisme d'une part et d'autre part sur la protection des territoires et des activités agricoles. C'est vraiment deux grandes lois qui sont venues poser les premières balises d'un encadrement de l'aménagement du territoire au Québec. Donc, l'adoption de la LAU survient d'ailleurs après près de 2 décennies de réflexion sur l'urbanisation, l'aménagement et l'organisation territoriale, notamment avec le rapport de la commission Lahaye, paru durant les années 60, et le livre blanc de 1977. C'est avec la LAU, finalement, qu'on crée que le gouvernement met en place un régime d'aménagement de type plus régional avec l'apparition des schémas d'aménagement et de développement régionaux et la création également des municipalités régionales de comté. Donc, c'est vraiment, au niveau du schéma, c'est un outil qui va servir à coordonner des interventions à plus haute échelle, des interventions d'instances centrales et d'instances locales qui se partagent les compétences en matière d'aménagement du territoire. Les nouvelles structures régionales, que sont les MRC, là, venaient remplacer les anciennes corporations de comté dont l'origine remontait à la création des premières institutions municipales au Québec en 1855. On assiste déjà à une première régionalisation de l'aménagement. On prend conscience à l'époque que certains enjeux doivent être réfléchis à une échelle plus large que les municipalités locales. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment anodin si présentement on rediscute justement du pouvoir et des responsabilités des MRC dans le cadre de la stratégie nationale. 1994, c'est l'adoption des orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. Donc, c'est vraiment un mécanisme de conformité qui s'impose aux documents de planification, notamment au schéma d'aménagement et de développement. Par la suite, 2006, il y a les États généraux de l'aménagement et de l'urbanisme. Donc, c'est vraiment une organisation conjointe de l'Association des aménagistes régionaux du Québec et de l'Ordre des urbanistes du Québec. Et pendant ces États généraux, il y avait un objectif qui était très clair, c'est vraiment de réfléchir, d'exposer, partager collectivement une vision d'avenir à l'égard de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Et c'est une vision sur 20 ans, donc on appelle la vision 2026. 3 thématiques étaient d'ailleurs abordées autour du développement durable lors de ces États généraux, entre autres la mondialisation, les changements climatiques et les changements démographiques, qui sont toujours aujourd'hui des thématiques qui sont très de l'avant, sont très actuelles. Dans les principaux constats, lors de ces États généraux, il y avait vraiment la nécessité de doter le Québec d'une vision de principes directeurs en aménagement et de déterminer les moyens de mise en œuvre, entre autres les mécanismes qui devront être mis de l'avant par la suite. La conclusion de ces États généraux-là était assez claire. C'était la nécessité d'adopter une politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire québécois, qui se traduirait éventuellement par un nouveau cadre législatif. 2010-2011, il y a une tentative de réforme de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme avec le projet de loi sur l'aménagement durable du territoire et de l'urbanisme. Il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de gens ont été mobilisés pour redéfinir ce nouveau cadre légal. Et malheureusement, en dépit de toute cette belle réflexion, tout ce travail, le projet de loi a été abandonné en 2011. Ça a vraiment eu un effet d'un électrochoc sur le milieu de l'aménagement du territoire. Et c'est là qu'on s'est dit, bien, il faut avoir au Québec, encore plus que jamais, adopté une politique qui va nous permettre d'avoir une vision globale et cohérente de l'aménagement du territoire. Donc, c'est vraiment un constat là, qui était partagé dans plusieurs milieux, qu'on parle au niveau du patrimoine, de la mobilité, de l'environnement, de l'agriculture. Bref, tout le monde s'entend sur le constat. Et un des constats, malheureusement, qui ressort également, c'est que l'aménagement du territoire est vraiment dans l'angle mort des politiques publiques. Donc, on continue avec des outils qui datent de 1979. 2015, création de l'Alliance Ariane. Donc, c'est vraiment une coalition qui regroupe les forces vives de l'aménagement
et dont la mission est d'inciter le gouvernement à doter le Québec d'une politique nationale d'aménagement du territoire. Donc, une déclaration, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur le site ariane.québec et également, par la suite, en février 2018, il y a un forum qui a été organisé par l'Alliance Ariane où on s'en va. Et c'est un événement vraiment qui était fait pour discuter d'aménagement et des moyens à mettre en œuvre pour faire mieux pour la suite. Donc, des représentants des 4 partis politiques sont présents. Puis, il découle de cet événement une feuille de route qui propose les différentes étapes pour se doter justement de cette politique nationale d'aménagement du territoire. Et 3 des 4 partis présents inscrivent dans leur programme électoral l'engagement d'adopter une telle politique ou une vision en aménagement s'ils sont élus, dont la CAQ qui l'avait notamment promis et qui fut élue comme nous le savons tous. Dans cette foulée aussi, puis là, je fais un petit parallèle, ça a comme donné l'impulsion aussi à l'Ordre des urbanistes du Québec là, de prendre position et de faire en sorte que cette politique nationale d'aménagement du territoire là, devienne notre cheval de bataille et de pousser pour avoir cette fameuse politique. L'idée derrière ça, c'est vraiment dire qu'il faut arrêter les incohérences en aménagement du territoire, il faut se doter d'une vision globale et il faut réfléchir à notre cadre législatif également. Et entre-temps, on a eu l'opportunité aussi de se prononcer là, sur des consultations locales, là, que ce soit le PPU des Faubourgs dans l'arrondissement Ville-Marie à Montréal, que ce soit le Tramway de Québec, ou encore sur le plan régional avec la planification stratégique de la RTM et national avec les mémoires déposées sur le plan d'économie verte, le PL 66 sur la relance, le PL 67 sur les inondations et le PL 69 sur le patrimoine. Bref, il y a un fil conducteur qui est marquant dans tout ça, c'est de dire dotons-nous d'une vision, dotons-nous de moyens d'avoir un développement cohérent de notre territoire. 2020, il y a un sujet principal qui nous a occupés, mais il y en a d'autres qui sont sortis dans les médias, entre autres tout ce qui a trait à l'étalement urbain. Et c'est pas mal à ce moment-là aussi que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation mentionne pour la première fois publiquement l'intention de son gouvernement de doter le Québec d'une vision en aménagement. Le temps a passé un petit peu à cause de la pandémie qui sévit, mais le chantier est démarré depuis janvier 2021, où justement, il y a le lancement de la conversation nationale sur l'aménagement du territoire, qui est pour nous, en tout cas, et pour l'ensemble des Québécois et Québécoises, c'est vraiment une opportunité de réfléchir à ce qu'on souhaite faire en aménagement du territoire. Et c'est une opportunité unique également. Ce n'est pas le genre de chantier qu'on met de l'avant qui revient à chaque 5 ans. C'est vraiment une discussion qui va mettre la table pour les prochaines décennies. Il est également important que cette démarche fasse écho aux grands défis du 21e siècle. Donc, on pense à la crise climatique, à cette nécessaire réconciliation à l'endroit des peuples autochtones, le vieillissement de la population. Il y en a d'autres thématiques. Mais bref, il faut que ça fasse vraiment écho à ces défis. En fait, je crois que nous avons le devoir pour les générations qui nous succèdent de bien faire, de faire mieux et d'être ambitieux et exigeants. La future stratégie nationale doit être vue et comprise comme le contrat social qui liera le gouvernement et la population en matière d'aménagement du territoire. Ce sont des engagements sérieux qui devront ensuite percoler vers les outils de planification, tant à l'échelle régionale que municipale. Et des mécanismes de suivi et de reddition de comptes devront également être mis en place pour veiller à sa mise en application. La stratégie nationale n'est qu'un début et de nombreux chantiers seront nécessaires au cours des prochaines années pour actualiser le cadre de l'aménagement au Québec et atteindre les objectifs de la stratégie, si ce n'est que la révision du parc fiscal, la révision de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Bref, cette conversation et la future stratégie doivent s'inscrire comme un désormais en aménagement du territoire. Ça conclut ce bref rappel. Donc, je vous repasse la parole, Philippe. Merci. Merci, Sylvain, là, pour cet historique pour les gens qui étaient moins familiers là, avec les grands jalons, effectivement, puis le mot-clé à la fin, le désormais, on l'a bien entendu. Alors, puis je m'excuse, Sylvain, j'avais